Bonjour à tous. Bon, avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous partager un petit truc. Je pense qu'on en a tous marre, vous comme moi, de se faire avoir, de payer le prix fort. Je viens de trouver cette tablette, moins 60%. Mon mec, j'ai un peu étranglé, mais bon. S'il l'a fait, c'est qu'il a pu le faire. Bon, donc voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire, en fait, parce que j'avais déjà un iPad. Ouais, je vais bien trouver un pigeon qui va me la racheter. Cette petite scène de la vie de tous les jours, vous l'avez reconnue. Peut-être même vous y êtes-vous reconnu. Donc il serait bien qu'on en parle. Allez, on est bien installé. Et si vous aussi, vous voulez rejoindre la communauté de ceux qui pensent librement, abonnez-vous, likez la vidéo et on va se donner un petit moment pour réfléchir ensemble. Quelques secondes de générique pour opérer les petits clics et c'est parti. Liberté, chérie. Parce que nous vivons dans une époque où le prix est devenu une obsession. L'observateur qui navigue entre les différentes couches de la société vous le dira. Deux mondes coexistent sans jamais se rencontrer vraiment. Le monde vulgaire, celui des prix, et le monde du luxe, celui de la valeur. Alors avant d'aller plus loin, précisons une chose. Quand je parle du riche et du pauvre dans cette analyse, je ne parle pas uniquement de compte en banque. Je parle d'abord d'état d'esprit. Le riche, c'est celui qui pense abondance, valeur, création, même s'il n'a pas encore les moyens de ses ambitions. Le pauvre, c'est celui qui pense rabais, économie, même s'il a de l'argent sur son compte. Alors, bien sûr, on se voile pas la face. Ces mentalités finissent souvent par se traduire à travers une réalité financière, on est d'accord. Mais c'est la pensée qui crée le résultat, pas l'inverse. Certains riches sont d'une vulgarité sans nom. On les appelle souvent d'ailleurs les nouveaux riches, c'est ça qu'on les reconnaît. Et certains pauvres sont d'une noblesse insensée, d'une dignité folle. Mais revenons à nos deux mondes, celui du prix, celui de la valeur. Dans le premier, on se pavane, en affichant ce qu'on a payé. C'était moi tout à l'heure, détestable. On s'y complaît, on s'y compare, on s'y jauge. Mais jamais par ailleurs on ose dire ce qu'on gagne. Parce que là, c'est tabou, un vrai tabou. Dans les conversations de tous les jours, personne n'ose répondre à la question « Combien tu gagnes ?» Par contre, la question « Combien ça t'a coûté ?» On l'entend partout, tout le temps. Vous vous souvenez de l'émission « Combien ça coûte ?» Vous imaginez maintenant une émission « Combien tu gagnes ?» Impensable. Quand la plupart des gens discutent entre eux, c'est une des questions qui revient le plus. Mais combien tu l'as payé? Ceux qui pensent pauvres veulent connaître le prix, rarement la valeur. Ce qui les intéresse, c'est la bonne affaire, la réduction, l'économie réalisée. Il est impossible de jauger d'un coup d'œil la qualité d'un produit qu'on ne connaît pas. Donc ce qui les intéresse, c'est bien le prix. Le reste, ils s'en foutent. Et celui à qui il pose la question est rarement gêné. Au contraire, il est prêt à étaler la bonne affaire, à exhiber la réduction, à se glorifier de son économie. Encore une fois, comme moi tout à l'heure. Mais dès qu'il s'agit de parler de ce qu'il gagne, là, le silence s'installe. La gêne surgit, le malaise apparaît. Comme si dévoiler son revenu était obscène, presque indécent. Chez ceux qui pensent en termes de valeur et d'abondance, c'est exactement l'inverse. Ils ne demandent jamais « combien tu l'as payé ?» Ça les intéresse pas. En revanche, ils n'ont aucun problème à évoquer ce qu'ils gagnent, leurs investissements, leurs dividendes. Vous voyez le renversement? Pour le pauvre, ce qui est vulgaire, c'est de parler de ce qu'on gagne. Pour le riche, ce qui est vulgaire, c'est de parler de ce qu'on paie. Et c'est là que se loge la fracture entre le noble et le vulgaire. C'est pas une histoire d'argent. Ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Le pauvre se rabaisse à demander combien ça coûte. Le riche, lui, s'élève en expliquant ce que ça rapporte. Pourquoi le pauvre trouve vulgaire de parler de ce qu'on gagne? Parce que ça le ramène à sa réalité. Sa fiche de paie est courte, son horizon limité. Son revenu dit toute sa condition. En parler, c'est exposer sa petitesse, se dévoiler dans sa nudité économique. Alors il détourne le regard. Il préfère se réfugier dans la dépense, parce qu'elle lui donne au moins l'illusion d'un pouvoir. Il ne peut pas se glorifier de ce qu'il gagne, alors il se glorifie de ce qu'il dépense pas. Pourquoi celui qui a la mentalité de riche, à l'inverse, trouve vulgaire de parler de ce qu'on paie? Parce que chaque paiement est une perte. Chaque fois que tu dis ce que tu as payé, tu rappelles que tu t'es appauvri, que de l'argent est sorti de ta poche. Et celui qui a l'esprit riche, lui, pense en termes d'enrichissement. Il regarde pas ce qu'il a perdu, il regarde ce qu'il a gagné. Sa fierté n'est pas d'avoir économisé, mais d'avoir produit, multiplié. Et l'ironie de la situation, on reproche souvent aux riches de ne parler que d'argent. Mais observez bien, ce sont ceux, le plus souvent, qui ont la mentalité de pauvre qui y pensent. Ils y pensent constamment, car c'est un état d'esprit, comme je vous le disais. Celui qui se programme pauvre pense toujours dans la contrainte et le manque. Celui qui a développé une mentalité d'abondance s'en préoccupe différemment.
L'argent devient un moyen, pas une obsession. L'obsession du riche, celle que tu crois être l'argent, c'est en fait celle de l'abondance. Et si c'est pas ta vision des choses, revois ta copie. Car l'abondance, c'est pas l'empilement, non. C'est la création, la culture, les rapports humains, la richesse intérieure. Le pauvre jalouse l'ambition du riche, alors qu'il nourrit en secret l'obsession qu'il dénonce, la volonté de s'enrichir, de gagner plus d'argent. Mais comme il n'a aucune idée de ce qu'est l'argent en abondance, il le sacralise, comme tout ce qu'on ne connaît pas. Et ça l'obsède. Alors, il retourne sa frustration en discours moral. Celui qui a su créer une vie faite d'esthétique et de poésie se fout de combien ça coûte. Là n'est pas l'objet. Quand il dépense, il ne voit pas sa dépense comme une perte. Parce que pour lui, un achat n'est jamais une perte sèche. C'est un investissement. Soit il achète ce qui va se valoriser, une œuvre d'art, un bien immobilier, une montre de collection. Soit il achète une qualité qui va durer. Le prix élevé devient une garantie de solidité, de pérennité. Soit il achète un plaisir authentique, une expérience unique. Dans tous les cas, son achat l'enrichit, d'une manière ou d'une autre. C'est ça la logique de celui qui pense richesse et abondance. À l'inverse, celui qui cherche toujours le moins cher obtient souvent le moins bien. Le produit bas de gamme, qui casse rapidement, l'objet inutile, acheté simplement parce qu'il était soldé. Non seulement il a dépensé, mais il a perdu son argent, sa confiance, son temps. Et vous, dans votre quotidien, est-ce que vous vous surprenez parfois à célébrer une petite économie comme je l'ai fait tout à l'heure? Ou au contraire, à assumer le prix juste? Je serais curieux de lire vos exemples. Ainsi, le même achat enrichit le riche et appauvrit le pauvre. Parce qu'au fond, quand celui qui pense abondance et création fait le prix juste, le pauvre, lui, le voit comme un crétin. Pour accepter le prix affiché par un vendeur, qui évidemment va s'en mettre plein les poches sur son dos, le pauvre se croit bien plus malin. Mais dans cette histoire, tu as remarqué que c'est le malin qui reste pauvre et le crétin qui s'enrichit? Quelle ironie, encore une fois. On nous répète que l'époque est difficile, que les pauvres s'appauvrissent et que les riches s'enrichissent, que le fossé et les inégalités se creusent. Bah, tu m'étonnes. Mais cette réalité économique, c'est avant tout une réalité psychologique et culturelle. Parce que la pauvreté dont je parle, c'est pas une question de compte en banque. Ce n'est pas qu'une question de compte en banque. C'est une question de mentalité, d'éducation. Le pauvre se programme pauvre. Il regarde la télé, il ouvre les catalogues du supermarché, ceux qu'on trouve dans les boîtes aux lettres. La loi du marché est simple et cruelle. À force de dépenser en bonnes affaires, tu t'appauvris, achètes de la valeur et tu t'enrichis. Alors bien sûr, le pauvre, enfin tu m'as compris, celui qui fait les soldes, celui qui compare les prix, comme le lui ont appris à faire les supermarchés. Ces mêmes marchands de rabais qui lui ont fait croire que s'il compare, il est un consommateur éclairé, responsable. Tu vois le désastre? Toi qui payes le plein prix, mais qui réfléchis tes achats. Le pauvre d'esprit, te dit, et c'est la même chose. Parce que toi, tu payes plus cher. Moi, je l'ai eu pour moins cher. Tu crois acheter de la qualité, mais en réalité, tout ça, c'est du bluff. C'est du marketing. C'est du vent. C'est pour les gogos. Cet argument, il répète comme un refrain. Et il se rassure avec ça. Mais c'est une illusion. Parce que dans les faits, il n'achète pas la même chose. Cette illusion est compréhensible. Mais c'est justement ça, une illusion. Un t-shirt de supermarché n'est pas un polo sur mesure. Une contrefaçon n'est pas l'original. Une voiture d'entrée de gamme n'offre pas la même expérience qu'un modèle haut de gamme. Dire que tout se vaut, c'est parfois l'aveu qu'on n'a pas accès à cette différence. Prenons l'exemple de l'achat d'une voiture. Il y a plein de pauvres qui roulent en BM, Audi, j'en passe, et des Mercedes. D'occasion, bien sûr. Tu penses acheter neuf. Ta voiture perd 20% dès que tu sors du garage. Et tu vas voir la mienne. Je pourrais peut-être même la revendre au prix que j'ai acheté. Ben oui, elle perd 20%. Mais j'ai choisi le modèle, la couleur, les options. Et comme j'ai tout choisi, elle me plaît. C'est ma voiture. Aucune envie de la revendre. Ben, le pauvre te rétorque. Mais tu perds de l'argent. Ah bon? Et toi, t'en gagnes? Ton job, c'est négocier en automobile? Mais si tu gagnais de l'argent, tu chercherais pas à en économiser. Tu comprends ça? Ceux qui croient que pour s'enrichir, la première règle, c'est de dépenser moins, se trompent complètement. C'est comme si tu voulais améliorer ta condition physique en t'appliquant à faire le moins d'efforts possible. Et sur mesure, on en parle? Combien d'entre nous ont déjà porté des chaussures sur mesure, un costume taillé par un maître couturier, vécu dans un environnement de luxe authentique? Si je peux en parler, c'est que j'ai l'occasion de temps à autre de fréquenter ces univers. Et j'ai vite compris que quand on se persuade que tout se vaut, on se trompe. La qualité existe, la rareté existe, l'excellence existe.
Celui qui prétend le contraire ne fait qu'avouer sa propre médiocrité. Lorsqu'il dit qu'un objet en vaut un autre, il ne fait que confirmer son incapacité à discerner. Il rabaisse tout au plus bas niveau, parce que c'est là qu'il vit. En effaçant les nuances, il s'efface lui-même. Certains objets portent une histoire, une recherche, un savoir-faire, une esthétique. Tout ce qui échappe au quotidien de l'ordinaire. Car la poésie de la vie se réduit pas à un chiffre, quel que soit le nombre de zéros qui l'accompagne. C'est un état d'esprit, une manière de vivre, mais aussi d'aimer. Payer le plein prix, c'est se respecter. C'est respecter l'autre. Le pauvre, lui, refuse cette poésie et cet amour. Il voit tout d'un seul ton. Le caviar, d'ailleurs, c'est pas si bon. Ça, il répète. Et c'est un aveu. L'aveu qu'il n'a pas su voir, qu'il n'a pas su sentir, qu'il n'a pas su apprendre. Au fond, quand il affirme qu'un service, ou un objet, ou un plat en vaut un autre, il ne parle pas du service, de l'objet ou du repas. Il parle de lui, de son incapacité à sortir de l'horizon étroit où il se tient, de son refus de s'élever, de son enfermement volontaire dans la médiocrité. Bon, on le sait tous, les constructeurs automobiles ne gagnent pas grand-chose sur l'entrée de gamme. Leur marge, ils la font sur les hauts de gamme, sur les options. Alors là, beaucoup concluent, acheter cher, c'est se faire plumer. Comme si enrichir l'autre, c'était forcément s'appauvrir soi-même. Mais ça, c'est une illusion. L'économie, c'est un cercle. Payer le juste prix, c'est faire tourner la valeur. Celui qui croit malin d'éviter d'enrichir l'autre coupe ce cercle et finit par se priver lui-même. Alors qu'en réalité, quand tu payes la vraie valeur, tu rentres dans une dynamique qui nourrit, qui élève, car le vendeur, une fois enrichi, devient client, devient ton client. Et ce qu'il a gagné, il le dépensera chez toi. Poussons encore et demandons-nous comment celui qui négocie le prix d'un service peut croire une seconde que la qualité sera la même que s'il avait payé le prix juste. Depuis quand le rabais n'entame-t-il pas la valeur? Viendrait-il à l'idée de qui que ce soit de discuter le prix d'une opération chirurgicale dont sa vie dépendrait? Et si en France, on s'en soucie pas, c'est uniquement parce que le système de santé a été conçu pour cacher le prix réel. Et tant mieux. Pense demain à la nourriture que tu paieras, à ton prochain tatouage ou au smartphone dont tu as besoin, comme à la médication qui te sauvera la vie, et tu te sauveras toi-même. J'imagine que certains ne seront pas d'accord avec ça, et continueront de penser qu'acheter moins cher, c'est toujours gagnant. Alors, prenez le temps d'argumenter en commentaire, et on en parle. Parce que le prix hante le rayon des supermarchés, des plateformes en ligne, et plus encore que le prix, c'est la baisse du prix qui fascine. Rien n'excite plus qu'une étiquette barrée, un bon plan déniché avant les autres. Tu te souviens de Mammouth écraser les prix? Mais Mammouth, il a écrasé bien plus que ça. Demande aux agriculteurs, aux producteurs de lait, à la filière textile pour ne citer qu'elle. Et les soldes, on en parle. Le rabais offre une satisfaction immédiate. Et il change rien, n'élève rien, n'enrichit pas. Il flatte l'ego sans nourrir l'être. Tout au plus, un sucre rapide, qui laisse rapidement en hypoglycémie, plus vide après qu'avant. La logique des vitrines infantilise. Le consommateur réagit à la promotion comme un enfant à un bonbon. Son cerveau s'excite, libère de la dopamine, se persuade d'une récompense. Mais la liberté, la vraie, commence quand on sait résister aux stimuli, quand l'idée passe avant le geste, le choix avant l'impulsion. Être adulte, c'est savoir dire non. Or, la société et la publicité nous ont dressés à dire oui à tout ce qui est barré, réduit, bradé. Regarde ce qu'achètent les riches. Presque pas de pub, pas de rabais. Rolex, Ferrari, Cartier, Riva. Car derrière chaque promo, il y a un coût invisible. Un ouvrier, un artisan, un ingénieur, un technicien, de moins en moins payé. Un milieu abîmé. Alors que tu remarqueras, le milieu du luxe, il va bien. Le rabais n'est pas une victoire individuelle. Tu crois gagner quelques euros, mais tu participes à une perte plus grande. La dévalorisation du travail, l'appauvrissement des filières, l'érosion des ressources. Les délocalisations, on peut en discuter parce qu'elles enrichissent ailleurs, plus loin. Mais ici, elles font du mal à qui? À toi, ton voisin, ton cousin, ta sœur. Moins cher aujourd'hui, plus pauvre demain. C'est ça la vraie loi du rabais. Pour comprendre ce piège, il faut en revenir en arrière. Le prix n'a pas toujours été ce chiffre rigide. Dans les marchés traditionnels, il était vivant. Marchander, c'était pas gratter. C'était entrer en relation. Un théâtre à deux voix, un endroit où chacun gardait sa dignité. Avec le grand magasin et le prix fixe au 19e siècle, tout bascule. Marguerite et Aristide Boucicaut, en créant le bon marché à Paris, imposent l'idée que chacun paiera le même prix.
La négociation disparaît, l'achat se déshumanise. Et parce que le prix se fige, on invente la promotion. Un simulacre de marchandage, sans voix, sans regard, sans relation. On barre, on affiche, on solde. Là où l'ancien rite scellait un lien, le prix devient le héros. Tout le reste s'efface. Regarde dans les marchés traditionnels au Moyen-Orient. On s'offre un thé, on discute, on achète, et on se resserre un thé. Rentre chez Rolex. On t'offre le champagne, on discute, tu signes ta Rolex, et on reboit le champagne. Alors je sais, c'est différent, mais quand même, sacrée similitude. Et les conséquences sont les mêmes, à long terme, partout. À force de traquer le prix le plus bas, t'envoies un signal au marché. Celui que la qualité, l'origine, les conditions de production t'importent peu. Alors, les entreprises s'alignent. Salaire, qualité, recherche, esthétique. La course au moins 10 ans s'emballe et tu paieras la facture, crois-moi, d'une manière ou d'une autre. Le rabais se fait toujours. Tu te souviens de la pénurie de masques et de respirateurs pendant la pandémie? Tu les as blâmés, nos dirigeants. Pourtant, ils ont fonctionné comme toi, ni plus ni moins, au moins cher. Et on a vu ce que ça a donné. Qui refuse de payer le travail des autres prépare le jour où son propre travail sera sous-payé. Quand tout doit être moins cher, alors ton salaire doit l'être aussi. Quand tout se négocie, ta dignité, elle aussi devient négociable. Une société, un citoyen qui célèbre la bonne affaire, est une société, un citoyen qui a oublié la valeur. Un homme qui glorifie la ruse est un homme qui méprise la grandeur. Au fond, le choix n'oppose pas dépenser et économiser. Le vrai choix oppose s'abaisser ou s'élever. Rester prisonnier de la logique du prix ou retrouver la dignité de la valeur. Applaudir la mesquinerie ou célébrer l'humain derrière l'objet ou le service. Je vous remercie de m'avoir écouté.